Mesdames et messieurs. Mesdames, messieurs de la presse, je vous souhaite à nouveau une chaleureuse bienvenue au siège du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Je voudrais ici vous remercier une fois de plus pour votre disponibilité chaque fois que nous vous sollicitons pour commenter un point d'actualité ou pour vous présenter certains aspects de nos activités. Je vous ai dit la semaine dernière que nous allions tenir cette semaine une conférence de presse consacrée particulièrement aux questions d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes en année, pratiquement en année électorale, j'allais dire préélectorale, mais en novembre, nous sommes presque jour pour jour à un mois de la prochaine élection, à un an, pardon, 12 mois de la prochaine élection présidentielle. Dans un système démocratique, la clé de l'accession au pouvoir, c'est l'élection. Et il est important que vous ne savez pas à qui l'appartient, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de. Voilà, ça, quand le micro donc, il est important donc de veiller à ce que le jeu électoral soit le plus crédible possible afin de susciter l'adhésion des citoyens, de permettre la tenue d'élections apaisées et d'éviter les crises post-électorales. D'ailleurs, électorales, parce que parfois ça peut se passer le jour même de l'élection ou même avant. Notre souci donc en tant que parti politique est de veiller au bon déroulement des opérations électorales et des inscriptions en passant par les élections jusqu'à la publication des résultats. Il nous semble que c'est la fonction première d'un parti politique et nous y veillons particulièrement parce que nous croyons au jeu démocratique. Nous, au MRC, nous avons toujours dit, c'est devenu notre slogan, du changement dans la paix et par les urnes. Vous comprendrez donc que notre attention vigilante se porte sur la manière dont les Camerounais sont pris en compte pour leur participation au jeu électoral, la manière dont se dérouleront le moment venu les opérations électorales elles-mêmes et comment effectivement on aboutira à la proclamation des résultats. La conférence de presse d'aujourd'hui donc a pour thème central la question donc, des inscriptions sur les listes électorales, avec un autre point pour répondre aux soucis exprimés la dernière fois par un journaliste, je crois, de RFI si je me trompe, la plainte que nous avons déposée contre certains membres du Conseil constitutionnel. J'avais fait promesse de revenir sur ce point aujourd'hui, puisque c'est lié aux questions électorales, le Conseil constitutionnel étant l'instance centrale, j'allais dire, chargée de la régulation en fait du jeu électoral dans notre pays. Donc, vous me permettrez dans un premier point d'examiner ou en tout cas de vous présenter ce que nous appelons les manipulations frauduleuses, les inscriptions sur les listes électorales par la Direction générale de l'ECAM et ses partenaires techniques allemands. Il faut croire que le directeur général de l'ECAM et son équipe de fraudeurs impénitents, composés entre autres de partenaires entre guillemets techniques allemands, disaient que De Vlient et Veridos
nourrissent un projet funeste pour le Cameroun. Tous les observateurs nationaux et internationaux peuvent témoigner que depuis au moins l'ouverture de la campagne des inscriptions sur les listes électorales au 2 janvier 2024, la direction générale de l'ECAM n'a rien épargné pour briser l'engouement et la mobilisation exceptionnelle des Camerounais. Au Cameroun même et en diaspora, le directeur général de l'ECAM s'est obstiné à violer le code électoral pour empêcher au plus grand nombre de citoyens camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Tout se passe comme si l'engouement de nos compatriotes contrariait leur plan, notamment l'objectif de bloquer le corps électoral autour de 7,5 millions d'électeurs. Par rapport aux Camerounais de la diaspora, l'ECAM s'est arrogé, à travers son directeur général, les pouvoirs du législateur, rien moins que ça, pour conditionner les inscriptions à des documents parfois irréalistes, en tout cas non prescrits par la loi. Je saisis cette occasion pour rappeler qu'en l'état actuel de la législation, le seul document exigible pour s'inscrire sur les listes électorales pour les Camerounais de l'étranger est le passeport. Je mets donc en garde les diplomates camerounais et autres agents de l'État en service dans nos représentations diplomatiques qui s'occupent de ces inscriptions. Notre code pénal contient des dispositions permettant de les poursuivre personnellement en cas d'abus ou de non-respect de la loi. S'ils veulent engager leurs responsabilités personnelles, libre à eux. Pour notre part, nous procéderons systématiquement à des dépôts de plainte pénale contre quiconque violera la loi et, en l'occurrence, les droits des Camerounais à exercer leurs droits civils et politiques prévus par les lois, la Constitution et les conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Bien évidemment, certains peuvent se dire que ceux qui violent ces droits sont de petites mains du pouvoir et qu'en conséquence, ils ne seront ni jugés, ni sanctionnés tant que le régime actuel sera en place. Je veux seulement attirer l'attention de ceux qui penseraient ainsi que la roue tourne, et parfois plus vite qu'on ne peut l'imaginer. C'est pourquoi chacun a intérêt à se mettre du côté de la loi et non le contraire. Toujours en diaspora, alors qu'au terme de la loi, la période annuelle des inscriptions sur les listes électorales va du 2 janvier au 31 août, dans plusieurs pays, la direction générale de l'ECAM a ramené cette période parfois à quelques semaines, voire quelques jours seulement. Nous détenons de nombreuses preuves de cette situation arbitraire et inacceptable. Vous avez tous vu circuler des communiqués officiels de plusieurs de nos ambassades consacrant cette fraude électorale grave et surtout assumée par les responsables de l'ECAM. À ces faits s'ajoute la publication d'un nombre total surréaliste des inscrits sur les listes électorales pour l'année 2024. En effet, selon le directeur général de l'ECAM, sans ouverture des listes électorales en diaspora depuis le scrutin présidentiel du 7 octobre 2018, et donc sans aucune possibilité de recourir à la potion magique de fraude qu'est le toilettage
du nombre des inscrits, le nombre des inscrits a miraculeusement fondu sur la liste rendue publique par communiqué le 10 janvier 2024. Ça, c'est de l'art, mais un art grossier de fraude électorale. C'est ici qu'intervient la responsabilité criminelle des entreprises allemandes, Giesecke de Regent et Feridos, partenaires techniques de l'ECAM. En effet, ce sont ces partenaires qui ont conçu le logiciel d'inscription sur les listes électorales. Ce système paramétré pour donner au final le nombre total d'inscrits par pays en ce qui concerne la diaspora, par région, département, commune et bureau de vote en ce qui concerne le territoire national, décide à l'avance et sans rapport avec les vraies inscriptions. C'est un système mortifère pour notre démocratie. Ici au Cameroun, si l'ECAM a ouvert les inscriptions dès le 2 janvier 2024, vous avez tous été témoins de toutes les manœuvres grossières du directeur général de l'ECAM pour décourager et même empêcher les Camerounais d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Par un communiqué contraire à la mission même de l'organisme qu'il dirige, le directeur général de l'ECAM a sommé ses collaborateurs de clôturer les inscriptions en semaine à 15 heures et surtout de ne pas faire d'inscription les samedis et dimanches, soi-disant pour respecter le droit du travail. Lui qui utilise les véhicules de fonction les week-ends et sans aucun lien avec le travail pour lequel il est grassement payé, et qui multiplie les réunions bidons, les réunions interdiennes, c'est-à-dire on paye votre présence à la réunion, après 15 heures en semaine, ainsi que les samedis et dimanches. En plus de restreindre arbitrairement les horaires des inscriptions, le directeur général de l'ECAM a organisé le sabordage de cette opération en refusant de mettre à la disposition du nombreux public des kits d'inscription suffisants pour absorber l'exceptionnelle mobilisation des Camerounais. Nous sommes là face à une volonté assumée de fausser les résultats finaux du scrutin présidentiel à venir. Alors que la loi fait de l'ECAM un organisme indépendant, le directeur général l'a placé sous la tutelle du pouvoir, dont il agit sous la dictée. N'est-il pas militant du RDPC, dont il est resté d'ailleurs militant et l'assume publiquement? Que dire de la violation de l'article 80 du Code électoral en 2023? Vous avez constaté comment, récemment, dans un procès intenté par M. Abdourahmane Baba Amadou contre M. Éric Essoussé, directeur général de l'ECAM, pour violation de l'article 80 du Code électoral, par une gymnastique juridique, le président du tribunal de grande instance du Mfundi a refusé. En violation de l'article 18 alinéa 2 de la loi numéro 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, de se prononcer sur une infraction qui relève pourtant manifestement de sa compétence. Malgré tous les obstacles dressés par le directeur général de l'ECAM avec le concours de ses partenaires techniques, au 31 août 2024, et l'ECAM s'est presque résigné, pourrait-on dire, à admettre que 8 111 960 Camerounais étaient désormais inscrits sur les listes électorales. Mais ceci
n'était manifestement qu'une manœuvre tactique, car il est compté sur sa botte secrète de toilettage pour déboucher, pardon, pour toucher, voulais-je dire, l'enthousiasme des Camerounais en taillant sévèrement dans le nombre final d'électeurs inscrits. Dans le cadre de la publication des listes électorales provisoires, alors que l'article 78, alinéa 2 du Code électoral dispose clairement, je cite, que le responsable du démembrement départemental d'Election Cameroun transmet des listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre. Le 16 octobre 2024, ELECAM a mis en circulation un tract non signé dans lequel on pouvait lire que les listes électorales seraient disponibles plutôt à partir du 20 octobre 2024. La loi dit le 20 octobre au plus tard. Le directeur général de l'ELECAM dit à partir du 20 octobre, violant ainsi le délai légal de l'affichage des listes électorales provisoires. Des semaines après le 20 octobre 2024, plusieurs communes n'avaient toujours pas vu les listes électorales provisoires affichées. Juste un exemple. Sur plus de 500 démembrements communaux du Douala, moins d'une centaine a fait l'objet d'affichage. Dans la diaspora, jusqu'au 6 novembre, des listes électorales provisoires n'étaient toujours pas affichées. Plus grave, en violation de la loi et sans concertation aucune avec les acteurs du processus électoral, certaines représentations diplomatiques du Cameroun ont fixé des dates à leur convenance pour la fin des réclamations après affichage des listes électorales provisoires, les limitant parfois à une seule journée, voire quelques heures seulement. C'est le cas, par exemple, à Bruxelles. En outre, alors qu'au terme de l'article 78, alinéa 2, qui dispose, je cite, les responsables du département, du démembrement départemental d'élection Cameroun, le responsable, pas les, je reprends, le responsable du démembrement départemental d'élection Cameroun transmet les listes électorales provisoires correspondantes aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre 2020. Je viens tout à l'heure de citer cet alinéa, je le reprends ici, vous comprendrez pourquoi. On a constaté que c'est la direction générale de l'État qui a transmis aux démembrements communaux directement les listes électorales pour affichage, sous couvert des régionaux, mais on n'est pas passé par les départementaux. Les démembrements départementaux qui, au regard de la loi, sont au cœur de la production des listes électorales provisoires, ont donc été réduits au rôle de spectateurs entre les démembrements régionaux et les démembrements communaux. Je donne tous ces détails afin que le directeur général de l'ELECAM sache que nous sommes au courant des actes précis qui attestent ces fraudes. S'il veut contester ces faits graves, qu'il apporte aux Camerounais la preuve que ce sont bien les responsables départementaux, c'est-à-dire les démembrements départementaux de l'ELECAM, après la saisie des vérifications techniques et l'établissement du fichier électoral provisoire du département, fin de citation, qui ont effectivement transmis aux démembrements communaux les listes électorales provisoires pour affichage au plus tard le 20 octobre. Je vous avais également révélé que le directeur général de l'ELECAM avait profité du prétendu toilettage
pour écarter illégalement du fichier électoral pour défaut d'empreinte environ 120 000 citoyens, pourtant détenteurs du fameux récépissé d'inscription, preuve légale par excellence de leur inscription sur les listes électorales. Comment peut-il se permettre de priver ainsi un si grand nombre de Camerounais de leurs droits civils et politiques fondamentaux? Car ce qu'on appelle système électoral biométrique au Cameroun est une énorme escroquerie d'Elecam et ses soi-disant partenaires techniques allemands, qui a coûté près de 8 milliards de francs à notre pays. Le vote n'étant pas biométrique, on se demande à quoi pourraient bien servir les empreintes digitales dans un vote manuel fondé sur l'identification du votant dont Elecam détient une copie de la carte nationale d'identité ainsi que sa photo et qui, le jour du vote, se fait identifier par la dite carte nationale d'identité et le récépissé d'inscription délivré par Elecam. Je tiens à rappeler que depuis l'adoption du code électoral en 2012 et l'adoption de la fausse biométrie dans notre pays, c'est bien la première fois qu'on écarte des citoyens régulièrement inscrits sur les listes électorales pour défaut d'empreinte digitale. Et puis, à qui la faute? N'est-ce pas Elecam qui délivre les récépissés d'inscription et, ce faisant, donne les assurances aux citoyens qu'il est effectivement inscrit? Lors de sa conférence de presse qui a suivi mes révélations, le directeur général d'Elecam s'est livré aux insultes dont ils sont coutumiers, mais n'a démenti aucun des faits que j'ai portés à la connaissance de l'opinion. En effet, à cette occasion, il n'a ni contesté le chiffre de 120 000 inscrits arbitrairement enlevés des listes électorales, ni contesté le fallacieux argument d'empreinte digitale par lequel il a justifié le rejet arbitraire de la plupart des inscriptions, ni apporté la preuve que ce sont les responsables des démembrements départementaux qui, en application de l'article 78 alinéa 2, auraient effectivement transmis aux démembrements communaux les listes provisoires à afficher. Si l'objectif poursuivi par le directeur général d'Elecam et ses fameux techniciens n'est pas de nuire au MRC et à l'Alliance politique pour le changement, comment expliquer que la purge électorale ne vise que des zones qui, selon le dernier scrutin électoral présidentiel, nous seraient favorables? La région du centre, celle de l'ouest, du littoral, du nord-ouest, la région du centre, en particulier spécialement le Mfundi. Il s'agit d'une purge électorale barbare. Tenez, à titre d'illustration, dans la commune de Bacham, dans les Bamboutos, sur 1265 inscrits, Elecam a rejeté 1105. Autrement dit, seulement 160 personnes ont échappé à la faucheuse électorale en cours. Le nombre de rejets effectivement recensés à ce jour est de 120 000 cas environ, soit 73 700 rejets ou défaut d'empreinte digitale, 38 300 rejets environ pour doublons. La répartition des rejets en détail dans les 4 régions ou dans les régions où ils sont concentrés, à savoir le centre, essentiellement le Mfundi, l'extrême nord, le littoral, l'ouest, le sud et l'est, se présentent comme suit. J'avais
pensé qu'on pourrait faire une projection. Les techniciens de la maison en ont décidé autrement parce que j'ai les tableaux. Donc, je voulais projeter pour que les journalistes puissent voir et en prendre connaissance. Région, extrême nord. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 5057. Centre. Et je dis une fois de plus centre, entendez principalement le Fundi. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre minimum de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 41 492. Nombre de rejets pour doublons, 774. Littoral. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 8846. Rejets pour doublons, 36 538. Ouest. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 16 062. Rejets pour doublons, 1000. Sud. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 100. Est. Nombre de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 2075. Total de rejets pour défaut d'empreinte digitale, 73 630. Rejet pour doublon, 38 310, soit donc 111 940, c'est-à-dire à peu près 12 000. La différence entre ces chiffres et les 120 000 cas de rejet que nous avions annoncés dans notre précédente déclaration sur les inscriptions sur les listes électorales, c'est-à-dire environ 8 000 cas, s'explique par le fait que les listes n'ont pas été affichées dans tous les démembrements communaux de l'ECA, comme l'exige la loi, nous mettant dans l'incapacité de recenser effectivement tous les cas. Et vous verrez bien que si les listes étaient entièrement affichées, nous atteindrions le chiffre de 120 000 dont je vous avais parlé. Je dois, pour bien vous montrer l'ampleur de l'opération de l'ECA et le fait que c'est planifié et organisé, vous donner la liste, j'allais dire le top 10 ou top 11 des villes et des communes en particulier où il y a eu le plus grand nombre de rejets. Yaoundé 5, 14 235 rejets pour défaut d'empreinte digitale. 16 409 nombre d'inscrits au 31 août 2024. Donc 87% des inscrits de Yaoundé 5 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 3, 10 130 rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août 2024, 13 273. Donc 75% des inscrits de Yaoundé 3 ont été rejetés pour défaut d'empreinte digitale. Yaoundé 7, 4 900. Nombre d'inscrits au 31 août, 8 182. Donc 60% d'inscrits de Yaoundé 7 ont été rejetés. On continue. Bafoussam 2, 3 744 rejets pour défaut d'empreinte digitale. Nombre d'inscrits au 31 août, 7 210, soit 52% de rejets. Il se trouve aussi que, comme par hasard, Bafoussam 2
et ma commune de naissance. Yaoundé premier, 7580 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 16 796 inscrits au 31 août, soit 45% de rejets. Il se trouve que Yaoundé premier est aussi la commune où le chef de l'État vote. Bafoussam 3, 2217 rejets pour défaut d'empreinte digitale sur 5067 inscrits au 31 août, soit 44% de rejets. Bafoussam 1er, 2709 rejets sur 8926, soit 30% de rejets. Bacham, dont je vous ai donné une illustration tout à l'heure. Donc tout à l'heure, il y avait une erreur. J'ai dit qu'il y avait pratiquement que 150 personnes. Je suis désolé, j'ai fait une erreur au moins dans la lecture tout à l'heure. Bacham, c'est effectivement 1105 rejets. Donc pour le nombre de rejets, il n'y a pas d'erreur. C'est sur le nombre d'inscrits qu'il y avait une erreur, parce qu'il y a eu 5068 inscrits à Bacham, donc 22% de rejets. La commune de Bouddha, 1028 rejets sur 5069 inscrits, soit 20%. Yaoundé 4, 4076 rejets pour 29 974 inscrits, soit 14%. Douala 5, 3912 inscrits sur 54 3912 rejets sur 54 695 inscrits, soit 7%. J'attire à nouveau votre attention sur le fait que si vous connaissez bien la géographie électorale du Cameroun, vous constaterez que les rejets sont bien choisis et bien ciblés. Le RDPC n'a jamais supporté le fait que le MRC ait une base aussi solide dans la capitale. Et c'est un fait. Et c'est un fait depuis les élections couplées de 2013. Nous avions battu le RDPC dans la capitale. Même comme nous n'avions eu aucun élu, ni à la tête des communes, ni à l'Assemblée nationale. Ils le savent. Et cela s'est reproduit en 2018. Et donc, on purge la capitale. On essaie, de toute façon, de purger la capitale autant que faire se peut pour que cela ne se reproduise plus. Mais ce n'est pas perdu. Deuxième chose, vous avez vu que l'Ouest est une cible de choix. Et on a laminé en termes de rejet totalement la ville de Bafoussam, puisque il n'y a pas une seule commune de la ville de Bafoussam où on n'est pas rejeté plus de 40% d'inscrits. Et ensuite, les Bamboutos. Donc il y a une géographie politique ou une topologie, j'allais dire politique, on a bien étudié. Et on veut nous faire croire que tout cela est le fruit du hasard, ou bien que, fait comme par hasard, subitement, à Yaoundé, les gens n'auraient pas d'empreinte digitale, leurs empreintes sont effacées. Je ne sais pas ce qui se passe à Yaoundé. Je ne sais pas quel genre de travail nous faisons à Yaoundé pour que nos empreintes disparaissent. Je ne sais pas ce qui se passe à Bafoussam. Voilà, pour qu'on perde toutes ces empreintes. Même
nos parents qui sont au village, qui labourent depuis des années. D'ailleurs, la plupart n'habitent pas ces villes-là, n'ont pas les empreintes aussi abîmées. Et donc, voilà ce que Aimé Kamal trouvait pour organiser, orchestrer cet acte qui est lourd de conséquences sur le plan politique dans notre pays. Lors de sa conférence de presse, le directeur général de l'ECAM s'est contenté de railler sur la mise sur la place publique de ces nombreuses fraudes électorales. Afin que les violations répétées des droits électoraux des Camerounais ne restent pas impunies, nous avons, en application des lois électorales, saisi le Conseil électoral, qui est juge électoral en l'occurrence, avec des dossiers solides, étayés par des preuves nombreuses et irréfutables. Parallèlement, nous n'avons cessé d'en appeler au Conseil constitutionnel, dont le rôle, selon la loi, est, entre autres, la supervision de la régularité du processus électoral. Est-il besoin de rappeler que les inscriptions sur les listes électorales font partie intégrante du processus électoral? Pour terminer sur ce premier point, je voudrais dire au directeur général de l'ECAM et ses comparses qui créent des tensions inutiles dans notre pays et qui veulent le plonger dans le chaos, qu'ils ne réussiront pas leur complot contre le peuple camerounais, parce que celui-ci est désormais aguerri, il a bien compris le jeu. Notre peuple ne tombera pas dans leur piège et leur dessein d'organiser la victoire électorale frauduleuse de leur candidat avant même la tenue du scrutin. Ils doivent compter avec la vigilance et la détermination des Camerounais. D'ores et déjà, je tiens à leur dire solennellement qu'ils seront entièrement comptables de tout ce qui adviendra de leurs manœuvres grossières et honteuses. S'agissant maintenant du deuxième point de mon intervention, c'est-à-dire les plaintes avec constitution de partie civile devant le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif contre 3 membres du Conseil constitutionnel. Je voudrais rappeler donc que le 6 novembre 2024, à ma demande, nos avocats ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le tribunal de première instance du centre administratif de Yaoundé contre le président du Conseil constitutionnel et 2 autres membres de cette institution. Le Conseil constitutionnel est régi par la loi numéro 2004/0005 du 21 avril 2004, modifiée et complétée par la loi numéro 2012/016 du 21 décembre 2012. Les articles 3, 4, 5, 6 et 8 de cette loi ont été violés. À titre d'exemple, l'article 7 dispose, je cite, « Les membres du Conseil constitutionnel doivent s'abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ils s'interdisent en particulier, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet de décisions du Conseil constitutionnel. Deuxième tiret, de plaider ou de participer à un arbitrage.
Troisième tiré, d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction, et de façon plus générale, de faire apparaître de quelque manière que ce soit leur appartenance politique ou syndicale. Quatrième tiré, d'exciper ou de laisser user de leur qualité dans les entreprises financières, industrielles, commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres, et d'une façon générale, d'user de leur titre pour des motifs autres que ceux relatifs à l'exercice de leur mandat. Alinéa 2. Ils sont astreints à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle, même après la cessation de leur mandat. Fin de citation. Ces dispositions ont été violées par, premièrement, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. En ceci qu'en date du 27 octobre 2024, il a, en violation de ses obligations légales, pris part à une réunion publique au cours de laquelle les participants ont fait lecture solennelle d'une motion et appel à la candidature du président de la République en fonction, président national du RDPC, pour le prochain scrutin présidentiel. Mieux, les participants à cette réunion, dont le caractère politique n'est pas discutable, ont juré, je cite, entre guillemets, fidélité à leur candidat naturel. Ces faits ont été mis dans le domaine public par des comptes rendus de journaux et notamment par un article de Cameroun Tribune, le journal du gouvernement, avec photo à l'appui, où on voit et reconnaît l'accusé, ou en tout cas la personne poursuivie. Le deuxième membre du Conseil constitutionnel est poursuivi pour violation de ses obligations en vertu de l'article 8, alinéa 1er, pour avoir été nommé président du Conseil scientifique du Centre africain d'études et de recherche olympique par décision numéro 001-CAE-P-CAB-2024 pour l'Olympiade 2025-2028. L'article 8.1 précité dispose que, je cite, les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif ou de tout autre emploi public, civil ou militaire. Fin de citation. Par ailleurs, le bénéficiaire de la nomination a violé l'article 6 de cette même loi de 2004 modifiée en 2012 qui dispose que, je cite, chaque membre du Conseil constitutionnel s'engage à respecter les obligations prévues par la présente loi afin de préserver l'indépendance et l'activité de sa fonction. Fin de citation. Troisièmement, en ce qui concerne le troisième membre du Conseil constitutionnel visé par la plainte, il est constant que depuis sa nomination comme membre du Conseil constitutionnel, le 7 février 2018, il est resté membre du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, comme chacun peut le constater sur le site officiel de son parti politique. Pourtant, il est régulièrement mis à jour, ce site, comme l'attestent les mentions décédées, qu'on peut voir devant les noms de certains de leurs camarades politiques qui nous ont quittés récemment. Cette situation constitue une violation de ses obligations légales, notamment celle prévue à l'article 8, alinéa 1er de la loi
2004, du 21 avril 2004, modifiée et complétée à la loi du 21 décembre 2004 suscitée. Ces faits constituent en outre des infractions pénales, notamment au titre des articles 125, alinéa 1 du Code pénal, que ce soit en coaction, article 74-76, ou en complicité, 74 et 97. Le Conseil constitutionnel doit être au-dessus de tout soupçon. Les faits à l'origine de la plainte que nous avons déposée contre 3 de ses membres ne plaident pas en faveur de l'impartialité et de la sérénité de cette institution à laquelle notre Constitution confère un rôle central dans la réalisation de l'état de droit et la régulation de la démocratie électorale dans notre pays. Il est encore temps de mettre bon ordre au sein de cette institution afin qu'elle s'éloigne à tout jamais de la dérive douloureuse de 2018 où, en pleine audience du contentieux post-électoral, confronté aux 32 procès-verbaux départementaux non signés, comme le prescrit l'article 67, alinéa 3 du Code électoral, son président osa lancer que, je cite, « La loi ne dit pas comment on doit signer un procès-verbal », fin de citation. Et où, après ce spectacle malheureux, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats de l'élection présidentielle avec un taux de vote valablement exprimé de 100,48%. Il faut éviter qu'une institution créée pour garantir la résolution pacifique des désaccords électoraux ne devienne le pyromane de la démocratie au Cameroun. Je vous remercie. Je vais maintenant demander votre patience que je délivre mon propos en anglais. So, this press conference is about the fraudulent manipulations of electoral list registration orchestrated by the general management of ELECA and its German technical partners, and on the criminal complaint against 3 members of the Constitutional Council. Let me start with the fraudulent manipulations of registrations on electoral list by the general management of ELECA and its German technical partners. It seems that the Director General of ELECA and his team of unrepentant fraudsters, composed, among others, of ELECA's German technical partners, Giseke, De Vriend, and Fegdos, are harboring a disastrous plan for Cameroon. All national and international observers can testify that since at least the opening of the campaign for registration on the electoral list on January 2, 2024,
the general management of ELECAM has spared nothing to bring the enthusiasm and exceptional mobilization of Cameroonians. In Cameroon itself and in the diaspora, the Director General of ELECAM has persisted in violating the Electoral Code to prevent the greatest number of Cameroonian citizens from registering on the electoral list. It is if the enthusiasm of our compatriots is thwarting their plans, in particular the objective of blocking the electorate at around 7.5 million. In relation to Cameroonians in the diaspora, he has arrogated to himself the powers of the legislator, nothing less than that, to make registrations conditional on documents, sometimes unrealistic, in any case not prescribed by law. I take this opportunity to recall that in the current state of the law, the only document required to register on the electoral list for Cameroonians abroad is the passport. I therefore warn Cameroonian diplomats. Our penal code contains provisions allowing them to be prosecuted personally in the event of abuse or non-compliance with law. If they want to incur personal liability, that is up to anyone has an interest in putting themselves on the side of the law, not on the other way around. Still in the diaspora, while according to the law, the annual period for registration on the electoral list runs from January the 2nd to August 23rd, 21st. In several countries, the general management of ELECAM has reduced this period sometimes to a few weeks or even just a few days. We have numerous proofs of this arbitrary and unacceptable situation. You have all seen official press releases circulating from several of our embassies devoting this serious electoral fraud and especially assumed by ELECAM officials. Added to these facts is the publication of a total of unbelievable total number of registered voters for the year 2024 in the diaspora. Indeed, according to the Director General of ELECAM, without opening of the electoral list in the diaspora since the presidential election of October 7, 2018, and therefore without any possibility of resorting to the magic portion of fraud that is grooming. The number of registered voters has miraculously melted on the list made public by press release on January 10, 2024. This is art, but a crude act of electoral fraud. This is where the criminal responsibility of the German companies, ELECAM's technical partners, comes into play. Indeed, it is these partners who designed the voter registration software. This system is configured to ultimately give the total number of registered voters per country with regard to the diaspora by region, department, municipality, and polling stations decided in advance and without any relating
in relation to the real registrations. It is deadly for our democracy. Here in Cameroon, if ELECAM opened registrations as of January 2, 2024, you have all witnessed all the crude maneuvers of the Director General of ELECAM to discourage and even prevent Cameroonians from going to register massively on the electoral list. By a press release, contrary to the very mission of the organization he heads, the Director General of ELECAM ordered his colleagues to close registrations on weekdays at 3 p.m. and especially not to register on Sundays and Saturdays, supposedly to respect labor law. He who uses the company vehicle on weekends and without any connection with the work for which he is handsomely paid, and who multiplies the bogus meeting at per diem after 3 p.m. on weekdays as well as on Saturdays and Sundays. In addition to arbitrarily restricting registration times, the Director General of ELECAM organized the sabotage of this operation by refusing to make available to the large public sufficient registration kits to absorb the exceptional mobilization of Cameroonians. We are here faced with an assumed desire to distort the final results of the upcoming presidential election. While the law makes ELECAM an independent body, the Director General of ELECAM placed it under the supervision of the power whose dictations he acts under. Is the Director General of ELECAM not an activist of the CPDF, of which he has remained a publicly assumed militant? What about the violation of Article 80 of the Electoral Code in 2023? You have noted how recently, in a lawsuit brought by Mr. Abdurrahman Baba Amadou against Mr. Eric Esusi, the Director General of ELECAM, for violation of Article 80 of the Electoral Code, through legal gymnastics, the President of the High Court of Mfundi refused, in violation of Article 18, paragraph 2 of Law number 2006/015 of December 2029 on the organization of the judiciary, the rule on an offense that clearly falls within his jurisdiction. Despite all the obstacles put in place by the Director General of ELECAM with the assistance of its German technical partners, ELECAM has registered itself to ELECAM has resigned itself to admitting that as of August 21st, 2024, 8,100,011,960 Cameroonians are now registered on the electoral list. But this was only a tactical maneuver because ELECAM was counting on its secret weapon of grooming to dampen the enthusiasm of Cameroonians by severely cutting into the final number of registered voters. In the context of the publication of provisional electoral list, while Article 78, paragraph 2 of the Electoral Code clearly states that, unquote, the person responsible for the departmental
Electoral Division, Cameroonian transmit the corresponding provisional electoral list to the relevant communal divisions for posting no later than October 20. And of course, on October 16, 2024, ELECAM put into circulation an unsigned list in which it could be read that the electoral list would be available rather as from October 2024, thus in violation of the legal deadline for posting the provisional electoral list. Weeks after October 2024, several municipalities have still not seen their provisional electoral list posted. Just one example. Out of more than 500 municipal divisions in Douala, less than 100 have been posted. In the diaspora, until November 6, provisional electoral lists were still not posted. More seriously, in addition of the law and without any consultation with the actors in the electoral process, some diplomatic representation of Cameroon have set dates at their convenience for the end of complaints after posting the provisional electoral list, sometimes meeting them with a single day or even just a few hours. This is the case, for instance, in Brussels. Furthermore, whereas under the terms of Articles 78, paragraph 2, which provided that, I quote again, the person responsible for the departmental branch of Elections Cameroon transmits the corresponding provisional electoral list to the communal divisions concerned for posting no later than October 20, unquote. It was noted that it was the said general management of ELECAM which transmitted to the communal divisions under the cover of the regional divisions provisional election list, not in a computer file, but already printed on a paper for posting. The departmental divisions, which in the eyes of the law are the heart of the production of provisional electoral list, have therefore been reduced to the role of spectator between the regions and the communal divisions. I'm giving all these details so that the Director General of ELECAM knows that we are aware of the specific acts that attest to this fraud. If he wants to contest these serious facts, let him provide Cameroonians with proof that it was indeed the head of the departmental branches, after the seizure, technical checks, and establishment of the provisional electoral register of the department, who actually transmitted to the common branches, the communal branches, the provisional electoral list for posting no later than October 20. I also revealed to you that the Director General of ELECAM has taken advantage of the so-called grooming to illegally exclude from the electoral register for lack of fingerprints 120,000 citizens who are nevertheless holders of the famous registration receipt, legal proof and excellence. How can he allow himself to deprive such a large number of Cameroonians of their fundamental civil and political rights? Because what is called the biometric electoral system in Cameroon is a huge scam by Election Cameroons and its so-called German technical partners, which cost our country nearly 8 billion francs.
Since voting is not biometric, one wonders what use fingerprints could be in a manual vote based on the identification of the voters, for whom ELECAM holds a copy of the national identity card, as well as his or her photo, and who, on the day of the vote, is identified by the said national identity card and the registration receipt issued by ELECAM itself. I would like to point out that since the adoption of the Electoral Code in 2012 and the adoption of the false biometrics in our country, this is the very first time the citizens of this country regularly registered on the electoral list have been excluded for lack of fingerprints. And then, whose fault is it? Is it not ELECAM that issued the registration receipts and, in doing so, give assurances to the citizens that he or she is indeed registered? During his press conference following my revelations, the Director General of ELECAM indulged in the insults that are customary to him, but did not deny any of the facts that I brought to the attention of the public. Indeed, on this occasion, he neither contested the number of 120,000 registered voters arbitrarily removed from the electoral list, nor contested the fallacious argument on the of fingerprints by which he justified the arbitrary rejection of most of the registrations, nor provided proof that it was the departmental removals, managers who, in application of Article 78, paragraph 2, had actually transmitted the municipal branches the provisional list to be displayed. If the objective pursued by the Director General of ELECAM and his famous technicians is not to harm the CRM and the Political Alliance for Change, how can we explain that the electoral purge only targets areas that, according to the last presidential election, would be favorable to us? The central and the central and west regions mostly. This is a barbaric electoral purge. For example, the number of rejections actually recorded today is approximately 112,000 cases, or 73,700 rejections for lack of fingerprints, and approximately 38,300 rejections for duplicates. The distribution of rejections in detail in the four regions, or in the regions, not only four, in the regions where they are concentrated, namely the center, essentially Fundi, the far north, the littoral, the west and the south, is as shown in the following table. Far north, rejection for failure to provide fingerprints, 5,055 registered Cameroonians. Center, 41,492. Littoral, 8,846. West, 16,062. South, 100. East,
2,075, with a total of 73,630 Cameroonians rejected for failure to provide fingerprints. The difference between the figure and the 120,000 cases of rejection that were announced in our previous statement on electoral registration and list, that is around 8,000 cases, is explained by the fact that the lists were not posted in all the communal branches of Elekam as required by law, making it impossible for us to count all the cases. During his press conference, the Director General of Elekam was content to mock the public exposure of his numerous electoral frauds. In order to ensure that repeated violations of Cameroonians' electoral rights do not go unpunished, we have, in accordance with the electoral laws, seized the Electoral Council, which is the electoral judge in this case, with solid files supported by numerous and irrefutable evidence. At the same time, we have continued to appeal to the Constitutional Council, whose role according to the law is, among other things, to supervise the regularity of the electoral process. It is necessary to recall that registration on the electoral list is an important and integral part of the electoral process. To conclude on this first point, I would like to tell the Director General of Elekam and his cronies, who are creating unnecessary tensions in our country and who wants to plunge it into chaos, that they will not succeed in their plot against Cameroonian people, because the Cameroonians have now understood their game. Our people will not fall into trap, and their plan to organize the fraudulent electoral victory of their candidates even before the election. They must count on the vigilance and determination of Cameroonians. From now on, I want to solemnly tell them that they will be fully accountable for everything that will come from their crude and shameful maneuvers. Let me now turn to the second point about the complaints with Constitution. Excuse me. The complaint with constitution of civil party before the Court of First Instance of Yaoundé Administrative Center against 3 members of the Constitutional Council. On November 6, 2024, at my request, our lawyers filed a complaint with civil action before the Court of First Instance of the Administrative Center of Yaoundé against the President of the Constitutional Council and 2 other members of this institution. The Constitutional Council is governed by Law number 2004/005 of April 21st, 2004, amended and supplemented by Law number 2012/016 of December 21st, 2012. Article 3, 4, 5, 6, and 8 of this law have been violated
For example, Article 5 provides, unquote, the members of the Constitutional Council must refrain from anything that could compromise their independence and dignity, the independence and dignity of their functions. They shall refrain, in particular during the term of their office. First, to take a public position or to consult on questions which have been or are likely to be the subject of decisions of the Constitutional Council. Secondly, to plead or participate in arbitration. Thirdly, to occupy within a political party or formation, a partisan or union association, any position of responsibility or management, and more generally, to make their political or union affiliation apparent in any way whatsoever. Fourthly, to use or allow their position to be used in financial, industrial, or commercial enterprises, or in the exercise of liberal or other professions, and in general to use their title for reason other than those relating to the exercise of their mandate. Paragraph 2, they are subject to the obligation of reserve and professional discretion even after the termination of their mandate. Unquote. This provision has been violated by, first of all, Mr. President of the Constitutional Council, in that on October 27, 2024, he, in violation of his legal obligations, took part in a public meeting during which the participants solemnly read a motion calling for the candidacy of the President of the Republic in office, National President of the CPDM, for the next presidential election. Better still, the participants in this meeting, the political nature of which is not debatable, swore, unquote, loyalty to their natural candidate. These facts were put in the public domain by newspaper reports, and in particular by an article of Cameroon Tribune, the government newspaper, with supporting photos where the accused is seen and recognized. Second, the second member of the Constitutional Council is being prosecuted for violation of his obligation under Article 8, Paragraph 1, for having been appointed President of the Scientific Council of the African Center for Olympic Studies and Research by decision number 001/C AERO/P/C AB/2024 for the 2025-2028 Olympiads. The aforementioned Article 8, Paragraph 1 provides that, I quote, the functions of a member of the Constitutional Council are incompatible with the exercise of any elective mandate or of any public, civil, or military employment. Unquote. Furthermore, the beneficiary of the appointment violated Article 6 of the same 2004 law, amended in 2012, which provides that, quote,
each member of the Constitutional Council undertakes to respect the obligations provided for by this law in order to preserve the independence and dignity of his or her function. Unquote. Thirdly, as regards the third member, it is clear that since his appointment as a member of the Constitutional Council on February 7, 2018, he has remained a member of the Political Bureau of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, as everyone can see on the official website of his political party, although it is regularly updated as evidenced by the words deceased that can be seen in front of the names of some of his political comrades who have left us recently. This situation constitutes a violation of its legal obligations, in particular those provided for in Article 8, paragraph 1, quoted above. These facts also constitute criminal offenses, in particular under Article 125, paragraph 1 of the Criminal Code, whether in coaction, Articles 74 and 96, or in complicity, Articles 74 and 97. The Constitutional Council must be above suspicion. The facts at the origin of the complaint that will be filed against 3 of its members do not speak in favor of the impartiality and serenity of this institution, to which our Constitution confers a central role in the realization of the rule of law and the regulation of electoral democracy in our country. There is still time to put order in this institution so that it moves away forever from the painful drift on 2018, where in the middle of the hearing of the post-electoral dispute, faced with the 32 unsigned departmental reports as prescribed by Article 67, paragraph 3 of the Electoral Code, its president dared to declare that, I quote, "The law does not say how to report. The law does not say how a report should be signed," unquote. And where, after this unfortunate spectacle, the Council proclaimed the results of the presidential election with a rate of valid cast votes of 100.48%. We must prevent an institution created to guarantee the peaceful resolution of electoral disagreements from becoming the arsenic of democracy in Cameroon. Thank you. Well, with this, I've completed my presentation, and now I'm available to answer any question you would like to raise. A few of them, because my presentation was very limited and you can find anything you like in it, but I'm still available. Donc, j'ai, avec cette version anglaise, achevé ma présentation. Je suis disposé à répondre à quelques questions. Merci, Monsieur le Président national, Mesdames et Messieurs les journalistes. Rassurez-vous, les deux présentations du Président national seront communiquées à la version électronique pour exploitation. Maintenant, nous allons prendre les questions pour une série de 3. Louise Amis, qui l'autre a... Une proposition de question, une autre. Oui, on a déjà noté.
rajouter. On va prendre une série de 3. Une personne, un journaliste a une question. On va servir d'abord le micro à Javis qui va poser sa question. Vous rappelez votre nom, votre média et votre question. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Bran Kamga, je travaille pour Naya TV. J'ai une observation et une question au Président national du MRC et une question au professeur de droit. C'est vrai que tout ce que vous évoquez a trait au droit. L'observation sur vos remarques de violation du code électoral, de violation du droit par Elections Cameroun. J'ai travaillé lorsque vous avez porté plainte contre les 3 membres du Conseil constitutionnel et lorsque je bouclais mon reportage en fin de semaine dernière, des collaborateurs m'ont demandé tout ça et puis quoi? Pour demander au président national du MRC, depuis 2013, depuis 2018, vous parlez de violation de droits de part et d'autre. Et j'ai envie de répercuter cette question vraiment de manière banale et naïve. Et puis quoi? Puisque vous criez, vous chantez, rien ne change. En 2018, lors du contentieux post-électoral, vous avez demandé la récusation du membre du Conseil constitutionnel, Emmanuel Bondé, parce qu'étant membre du bureau politique, lorsque j'achevais encore mon travail après votre plainte la semaine dernière, vous l'avez indiqué, sur le site du RDPC, il était toujours numéro 2 inscrit, membre du bureau politique. Donc, vous vous plaignez, vous portez plainte, et puis quoi? Est-ce que, à ce niveau, finalement, Paul-Éric Nguépé, à son âme, n'avait pas raison? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser d'autres moyens? Et pour 2025, parce que je ne voudrais pas lire dans une boule de cristal, rien n'aura changé du point de vue du droit. Seriez-vous prêt cette fois-là à utiliser d'autres méthodes? Maintenant, ma question au professeur de droit, liée à la plainte contre les 3 membres du Conseil constitutionnel. Vous avez évoqué la loi de 2004 qui fixe les statuts des membres du Conseil constitutionnel. Certes, l'article 23 dit que lorsqu'il y a ouverture d'une procédure pénale contre un membre, celui-ci est tenu de prendre congé pour pouvoir être jugé de manière équitable. Mais professeur, est-ce que l'article 12 ici ne protège pas ces membres du Conseil constitutionnel? Permettez que je le lise, il est très court. Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut être inquiété, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Pour le cas d'espèce, je le redis encore, je ne vis pas dans une boule de cristal. Est-ce qu'au cas où le tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif se dirait compétent pour juger votre affaire, est-ce que cet article ne sera pas évoqué contre vous pour déclarer un non-lieu? Merci. Après Bran, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on peut commencer. Oh oui, on va commencer. Celle-ci. Bien, je vous remercie. Je vous pose des questions très précises. La première est très intéressante. La seconde ne l'est pas moins, la seconde est beaucoup plus technique. Mais disons, la première est très intéressante parce qu'elle est très politique. Et vous répercutez, dites-vous, le sentiment de certains Camerounais. Depuis 2012-2013, on se plaint des violations de la loi, rien ne change. Et on a porté plainte, et puis quoi? Et ça me rappelle des propos qu'on m'a rapportés de quelqu'un qui serait enseignant à l'université et qui considère que ces derniers temps, nous sommes très incisifs
sur ce que fait EDECA. Nous sommes très attentifs à ce que fait le Conseil constitutionnel. C'est juste pour essayer de discréditer ces institutions-là, leur mettre la pression, etc. Parce que je voudrais qu'un jour les Camerounais me disent exactement ce qu'ils veulent. Je voudrais le savoir. Cela nous aiderait beaucoup dans la lutte politique dans laquelle on s'est engagé, où on croit qu'on se bat pour eux et avec eux. Que dirait-on, que ne dirait-on si nous étions silencieux devant les violations de la loi? Qu'est-ce qu'on ne dirait pas? On dirait oui, mais voilà, il s'est dit même professeur de droit, et on viole la loi et il dit. Maintenant, on viole la loi et nous engageons des procédures judiciaires. Nous dénonçons et on ne se contente pas de dénoncer, mais nous engageons des procédures judiciaires et on nous dit oui, mais vous avez fait alors. So what? Puis quoi? Plus rien. Si les Camerounais veulent qu'il y ait rien, pourquoi voulez-vous? C'est-à-dire, moi, je saisis encore cette occasion, je l'ai dit en diverses circonstances. Et je vois bien, nos amis du camp d'en face, qui m'ont prêté toutes sortes de choses. Toutes mes vidéos montrent que j'ai toujours dit, je ne suis pas le Messie, je suis qu'un humble Camerounais qui est engagé et je voudrais qu'on se batte ensemble pour mettre notre pays dans la bonne direction. Mais c'est eux qui disent que leur président est Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous l'envoyer. C'est eux, et pas le moindre d'entre eux, membres du gouvernement, universitaire de surcroît, qui dit, parce qu'un militant a dit, on pourrait le faire, on pourrait juste faire une comparaison avec Moïse. Il dit que non, il n'y a pas de... Lui, il est Moïse. Tout ça, c'est eux. Donc, je voudrais dire ici à nouveau, je n'ai jamais promis aux Camerounais que si je vais faire par exemple le bâton magique, et il y aura un changement. J'ai toujours dit aux Camerounais, nous allons nous battre ensemble. Si nous nous battons ensemble, aucun peuple ne peut être dépassé par aucune force. Mais n'allez pas vous coucher chez vous et attendre que quand on vous dise, quand on se réveille, on dit que le changement est arrivé, quand on a apporté le changement, ça n'arrivera pas. Je vois des gens qui sont dans leur salon, qui boivent une bonne bière, et ou bien regardent un match de football. Après, qu'est-ce que quand on a dit? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement. Si les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez les listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas. Notre combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat qui peut trouver et qui doit trouver son accomplissement et son aboutissement l'année prochaine. Mais pourvu que les Camerounais travaillent à sa réalisation, à son accomplissement. Parce que le peuple camerounais est prêt pour le changement. Plus prêt qu'il ne l'était en 2018, plus prêt que jamais. Alors, si vous voulez, mais ne me reprochez pas d'utiliser les voies du droit. Non seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est normal. Pour quelqu'un qui croit
que le changement peut se faire par les urnes. Tout ça, vous avez vu, il y a plein de nos compatriotes qui se moquent de moi, qui me regardent sur les réseaux sociaux. Certains disent même que je poursuis seulement le rôle de Foundi pour accompagner le LDC et qu'en réalité, je sais qu'on ne peut pas changer une dictature par la démocratie. Mais j'ai toujours dit, mes chers amis, mais que ceux qui croient qu'on peut changer par d'autres voies la proposent aux Camerounais. Où sont-ils? Pourquoi ils ne proposent pas ces voies-là? On attend qu'ils montrent que donc, quand tu as échoué, sa voie d'élection là, ça vaut rien. Voici notre voie. Mais je ne vois pas. Alors je vous dis et je vous le répète, je crois au changement dans la paix et par les urnes. Et il va arriver en 2025 parce que je sais que vous avez posé une deuxième question qui, dites-vous, est adressée au professeur de Waoui. Bon, vous dites effectivement quand on porte plainte contre un membre du Conseil constitutionnel, il doit se rendre disponible pour répondre et se défendre devant la justice. Mais l'article, je crois, 12 que vous citez comme pouvant affaiblir, je ne dirais même pas invalider ou bien enlever toute pertinence à ma démarche. Bon, vous n'êtes pas juriste, donc vous avez une excuse, mais ne peut pas se comprendre tel que vous le dites. On dit donc aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut être poursuivi en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Dans l'exercice, tout est là, tout est dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, et je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas poursuivre le président du Conseil constitutionnel en dépit de tout ce qu'il a fait en 2018. Parce qu'il l'a fait dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas le faire. Mais aller assister à une réunion publique d'une association politique qui dit association de développement, mais qui fait des résolutions politiques et qui pour moi doit être une association politique et qui donc prend position, affiche des opinions politiques, ne rentre pas dans le champ de l'article 12. Voilà. Il faut que tout cela soit très clair. Donc, nous avions suffisamment d'arguments en 2012 si effectivement il n'y avait pas l'article 12 pour poursuivre, non seulement le président, mais d'autres membres du Conseil constitutionnel. Vous l'avez vu vous-même, vous avez été témoin de celui qui sort un dernier lot de procès verbal pour nous tourner en dérision. Et quand on prend ce lot et on montre aux Camerounais que ce n'est pas signé, conformément à l'article 67, alinéa, je crois 2 ou 3, ce n'est pas signé. Et donc, on aurait pu trouver dans la législation camerounaise diverses dispositions qui nous permettaient de les poursuivre. Mais ils ont là une sorte d'immunité, en tout cas au moins de protection légale, dans l'exercice de leur fonction. Voilà. Sauf si on me dit que le Conseil constitutionnel siège maintenant à Bagayo dans le cadre d'une réunion. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? S'il y en a plus, on va donc donner l'opportunité au président de conclure cette conférence de presse. Et puis, je ne pense pas qu'il y aurait autre chose. Nous avions dit tout a été dit, tout est clair dans ces déclarations en français et en anglais. Mais je ne demande pas de questions, M. le Président, pour la clôture de votre intervention. Merci. Je remercie une fois de plus chaleureusement les médias pour la couverture de cette conférence de presse et la couverture de toutes nos autres activités de communication avec l'opinion camerounaise. Je voudrais que chacun de nous comprenne le sens de notre démarche. Vous voyez qu'en dépit de toutes les difficultés que viennent d'ailleurs de rappeler votre confrère de Naya TV, toutes les difficultés à faire entendre raison aux dirigeants de notre pays à divers niveaux sur la base
de la législation nationale, c'est-à-dire des lois et règlements de notre pays, à commencer par la Constitution, nous ne nous décourageons pas. Nous pensons que nous devons construire à tout prix un état de droit dans notre pays, si nous voulons nous développer. Nous devons construire un état de droit si nous voulons être une nation moderne. Nous devons construire l'état de droit si nous voulons être une société démocratique. L'état de droit, c'est un état dans lequel toutes les personnes physiques et morales, et à commencer par l'État lui-même, sont des sujets de droit et donc soumis à la loi. L'État n'est pas au-dessus de la loi, a fortiori des personnes qui occupent des positions au sein de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que tout le monde est soumis aux lois. Il ne faut donc pas que les Camerounais soient scandalisés lorsqu'un responsable public, quel que soit son rang, ayant violé des textes, fait l'objet d'une procédure devant les instances judiciaires ou juridictionnelles. Il est aussi important, dans le même ordre d'idée, que la justice prenne la mesure de l'importance capitale de son rôle dans un état de droit. Tout ce que nous essayons de faire sera vain si nous n'avons pas une justice de qualité, une justice impartiale, une justice juste. Vous ne pouvez pas attirer dans votre pays des investisseurs importants s'ils savent que votre justice ne peut pas leur reconnaître leur droit lorsqu'ils ont raison. Donc, il est important que chacun comprenne bien cela. Troisièmement, je voudrais que chacun de nous, quel que soit le bord auquel nous appartenons, sache que nous sommes tous ensemble des Camerounais, des filles et des fils d'une même nation. Et que quel que soit le niveau de divergence, d'incompréhension, de malentendu, les colères qui peuvent nous habiter et nous traverser, nous restons malgré tout et pour toujours une grande famille. Nous devons toujours trouver au sein de notre nation le génie nécessaire qui nous permet de dépasser nos contradictions, les clivages, les haines artificielles conçues par certains. La majorité des Camerounais s'aiment. Les Camerounais s'aiment les uns les autres. Et ne voyez pas l'écume que certains agitent en surface pour croire que c'est ça la vérité de notre pays. La vérité de notre pays est dans le pays profond, où les gens continuent de vous accueillir avec le sourire sans savoir et sans chercher à savoir quelles sont vos origines, votre ethnie. C'est ce Cameroun-là dont je rêve. Je l'ai connu dans ma jeunesse. Je voudrais le léguer à mes enfants, à vos enfants, à notre jeunesse. Je compte sur vous pour continuer à relayer dans nos conférences de presse. Nous vous inviterons dans quelques temps, pas très longtemps, pour une nouvelle conférence de presse. Parce qu'il est important que chaque fois que c'est possible, nous échangions sur la réalité, les réalités de notre pays. Pas seulement les réalités politiques, mais également les réalités sociales, culturelles, économiques. Et vous pouvez me croire, dans les semaines et les mois qui viennent, je vais vous solliciter pour que nous débattions de tout cela. Qu'on ne nous dise pas seulement, par exemple dans le domaine de la santé, que oui, on a un hôpital de référence dans chaque chef-lieu de la région. C'est bien, et je félicite ça, je ne suis pas là pour dire que c'est mauvais. Mais il s'agit de bâtir une vraie architecture de santé qui touche le maximum des Camerounais, sinon tous les Camerounais. Nous devons repenser l'école camerounaise pour que d'ici une génération, nous autres, nous serons très probablement plus là. Mais que d'ici une génération, nous ayons des Camerounais qui soient à la hauteur de la grande compétition technique et technologique scientifique à l'échelle mondiale. C'est ça. Nous devons travailler ensemble avec les acteurs de la culture
pour que chacun comprenne que c'est un gisement extraordinaire, à la fois d'emploi et de production de richesse. Lorsque vous voyez le talent qu'il y a dans notre pays, et vous voyez ce que des pays qui ont un talent comparable, ou peut-être même, mais qui ont organisé leur industrie culturelle et leur système culturel, offrent, vous dites, nous avons du travail à faire. Donc c'est sur tous ces sujets-là et bien d'autres que je vous inviterai dans les semaines et mois à venir. Merci encore, merci beaucoup et à très bientôt.